Bienvenue pour cette nouvelle leçon qui s'intitule Processus aléatoire et dont c'est la partie 4. Le sommaire est composé de deux rubriques. La première s'intitule Espace de Hilbert. Il s'agit en fait, comme vous allez le voir, d'un certain nombre de rappels que vous avez peut-être vus déjà dans des cours précédents en mathématiques. Et la deuxième partie est une application du théorème de projection que nous verrons dans la première partie, et elle s'intitule Prédiction linéaire. Elle débouchera pour les processus aléatoires du second ordre sur une décomposition importante qu'on appelle la décomposition de Wold. La première partie, donc, c'est l'espace de Hilbert. Je rappelle brièvement comment est défini le produit scalaire dans R2. Vous prenez deux vecteurs x et y appartenant à R2. Le produit scalaire, c'est le nombre x1, y1 plus x2, y2, où x1, x2 et y1, y2 représentent les composantes dans un repère orthonormé. Alors, si j'avais pris à la place des nombres réels les nombres complexes, ici, on aurait indiqué une étoile et on aurait eu x, y1 étoile plus x, y2 étoile. Alors, ce que nous allons voir, en fait, est une généralisation de ce produit scalaire. Alors, nous allons voir donc des éléments de géométrie hermitienne, et le premier, c'est la définition générale du produit scalaire. Alors, le produit scalaire est défini de la manière suivante. On prend deux vecteurs de grand H, x et y, et on définit le produit scalaire par le nombre appartenant au complexe que l'on désignera sous le terme de produit scalaire et que l'on écrira sous la forme de x, y entre parenthèses. Et ce nombre-là, que l'on associe à ces deux vecteurs, doit posséder les propriétés suivantes. D'abord, le produit scalaire de x par y doit être égal au conjugué du produit scalaire de y par x. D'autre part, cette transformation doit être linéaire par rapport aux vecteurs x et y. Enfin, le produit scalaire de x par lui-même, que l'on notera module de x au carré, doit être positif ou nul, l'égalité à 0 ayant lieu si et seulement si le vecteur est égal à 0. Partant de ce produit scalaire, on peut définir une distance qui est définie comme la distance entre les vecteurs x et y par la norme de la différence entre x et y. Alors nous allons énoncer plusieurs propriétés qui sont des propriétés très connues dans les espaces pré-hilbertiens. D'abord l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Le module du produit scalaire est inférieur ou égal au produit des normes. L'inégalité triangulaire qui nous dit que la valeur absolue de la différence des normes est inférieure ou égale à la norme de la différence qui est elle-même inférieure ou égale à la somme des normes. Et enfin, l'identité du parallélogramme qui nous dit que la norme au carré de x plus y plus la norme au carré de x moins y est égale à 2 fois la norme au carré de x plus 2 fois la norme au carré de y. Une propriété très importante va être introduite, c'est la notion de convergence. La convergence, on dit qu'une suite de vecteurs xn converge vers une suite de vecteurs x, si et seulement si la norme de la différence tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors une propriété, une définition fondamentale est de dire un espace H sera un espace de Hilbert si et seulement si toute suite de Cauchy converge. Alors au cas par cas, il faudra démontrer cette propriété. En fait, tous les espaces que nous considérerons munis du produit pré-hilbertien dont nous venons de parler, du produit scalaire que nous venons de définir, possèdent cette propriété et nous ne la démontrerons pas. Mais nous l'énoncerons quand nous la rencontrerons. Alors, le produit scalaire, d'autre part, est une application continue. Que faut-il entendre par là? Tout simplement la chose suivante. Si une suite de vecteurs xn tend vers un vecteur x, si une suite de vecteurs yn tend vers un vecteur y, alors la suite des produits scalaires yxn, xn tend en limite vers le produit scalaire de x et de y quand n tend vers l'infini. Une notion encore très importante dans ces espaces de Hilbert, c'est la notion d'orthogonalité. On dit que x et y sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. On dit que x est orthogonal à un sous-espace E si x est orthogonal à tout élément de E, c'est-à-dire si et seulement si, quel que soit y appartenant à E, le produit scalaire de x par y est égal à 0. Enfin, on dit que deux sous-espaces sont orthogonaux si et seulement si, quel que soit x et y appartenant respectivement à E et à F, le produit scalaire de x par y est égal à 0. Alors maintenant, nous allons énoncer le théorème fondamental qui a de multiples applications en traitement du signal et qui s'appelle le théorème de projection. On considère donc un sous-espace de H, qui est un espace de Hilbert à partir de maintenant, et X appartenant à H. Alors, on démontre qu'il existe un unique élément appartenant à E, et cet unique élément, on l'écrira sous la forme X bar E, le tout entre parenthèses, et nous l'appellerons la projection orthogonale de X sur E, telle que, quel que soit W appartenant à E, la norme de la différence entre x et la projection orthogonale de x sur E est inférieure ou égale à la norme de la projection, la norme de la différence entre x et w. En plus,
Cette projection orthogonale vérifie un principe dit d'orthogonalité, et c'est ce principe d'orthogonalité qui sert en général à déterminer cette projection orthogonale. Alors, le principe d'orthogonalité est le suivant, on montre que x moins la projection orthogonale de x sur E est orthogonale à E. Alors, de façon plus imagée, la propriété peut être visualisée de la façon suivante. Vous avez ici l'espace grand H, on a ici dessiné sous la forme d'un plan un sous-espace de grand H, et ici un vecteur x appartenant à H. Et on voit effectivement que parmi tous les vecteurs de E qui sont dans ce plan, celui qui est le plus proche de x, c'est-à-dire celui qui ressemble le plus à x, s'obtient en effectuant la projection orthogonale de x sur E, c'est-à-dire en faisant en sorte que la différence qui est ici, ce vecteur qui est ici, soit orthogonal au sous-espace E. Vous remarquerez à l'occasion que nous avons ici, d'après la règle de Pythagore, l'erreur qui est, ce que j'appelle l'erreur, donc c'est la différence entre x et sa projection orthogonale qui est en norme inférieure au vecteur x, et d'autre part le projeté de x sur E est lui-même en norme inférieure à x. En fait, l'opération de projection est une opération contractante. Elle réduit la longueur des vecteurs. Propriété, si E1 et E2 sont deux sous-espaces de H, et si en plus E1 est orthogonal à E2, alors, quel que soit x appartenant à E à H, la projection orthogonale de x sur la somme directe de E1 et E2 est égale à la somme des projections respectives sur E1 et sur E2. Alors, on va faire un petit exercice tout de suite pour appliquer ce principe d'orthogonalité à un cas extrêmement simple. On prend un espace vectoriel grand H qu'on suppose être un espace de Hilbert, muni d'un certain produit scalaire, et on considère à l'intérieur un vecteur V appartenant à H. Et on cherche à déterminer la projection orthogonale d'un vecteur quelconque de H sur V, ce que j'écris comme ceci. Donc c'est la projection orthogonale de X sur V, qui s'écrit donc évidemment comme une certaine coefficient alpha fois V, puisqu'il appartient à l'ensemble des vecteurs collinéaires à V, reste à calculer alpha. Alors pour calculer alpha, c'est extrêmement simple, je vais appliquer le principe d'orthogonalité. C'est-à-dire, je vais dire que x moins x projeté sur V est orthogonal à V. Il sera bien orthogonal à l'espace sur lequel on projette. Maintenant, je remplace x projeté sur V par alpha V et j'obtiens x moins alpha V orthogonal à V. Ceci est vrai quel que soit, évidemment, l'espace de Hilbert que l'on considère. Maintenant, je vais exprimer sous la forme d'une équation cette orthogonalité et j'obtiens la chose suivante. Le produit scalaire entre x moins alpha V et V doit être égal à 0. Maintenant, j'utilise la linéarité du produit scalaire et je peux donc en déduire que x multiplié par V, en faisant passer dans l'autre membre la deuxième partie du produit scalaire, est égal à alpha V que multiplie V. Et donc, on en déduit que le coefficient qui donne la projection orthogonale du x sur V est égal à x, produit scalaire de x par V, divisé par le produit scalaire de V par lui-même. Et c'est ce que nous voyons ici, la projection orthogonale de x sur V est égale au produit scalaire de x par V, divisé par le produit scalaire de V, et le tout multiplié par le vecteur V. Alors regardons un cas particulier, on va prendre pour H l'ensemble des vecteurs complexes de dimension petit n. Et pour vecteur V, le vecteur constitué des composantes 1 et puissance 2jpf0 et puissance etc. et puissance plus 2jp n-1 f0. Alors la projection d'un vecteur quelconque petit x sur V a un coefficient qui est égal à xv sur vv que j'ai calculé ici et que vous vérifierez à titre d'exercice. On voit apparaître donc que la projection orthogonale d'un vecteur x sur un vecteur composé d'exponentielles complexes n'est rien d'autre que la transformée de Fourier à temps discret que nous avions introduit dans des cours précédents. Exemple 2, là on va se placer dans R puissance n et on va considérer à présent le sous-espace engendré dans R puissance n par la matrice grand A. Alors la matrice grand A est une matrice de dimension à n lignes et p colonnes. Donc ici je le représente ici. Cette matrice qui a n lignes et p colonnes, je vais supposer que le nombre de lignes est supérieur strictement au nombre de colonnes. Cette matrice engendre dans R puissance n un sous-espace vectoriel qu'on appelle l'image de A. Et cette image de A est en général de dimension
inférieur ou égal à P. Si la matrice A est de rang plein, la dimension de l'image de A est juste égale à P. Et ce que je me propose de trouver, c'est la projection orthogonale d'un vecteur quelconque de R puissance n sur l'image de A, c'est-à-dire le sous-espace de dimension O plus égale à P, engendré par la matrice grand A dans l'espace R puissance n. Alors vous démontrerez que la projection orthogonale de X sur ce sous-espace est donnée par A multiplié par A transpose A à la puissance moins 1, A transpose X. Ici, j'ai supposé que la matrice A était de rang plein, et donc la matrice A transpose A, qui est une matrice de dimension PP, est effectivement inversible. Évidemment, pour trouver ce résultat, vous utiliserez le principe d'orthogonalité. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre type d'espace de Hilbert, c'est celui qui est constitué des variables aléatoires de carré intégral. Alors, variables aléatoires de carré intégral, il s'agit en fait de variables aléatoires dont l'espérance du module de x2 est inférieure à plus l'infini. Pour préciser cet espace de variables aléatoires, il faut effectivement se donner un espace de probabilité oméga, une tribu sur cet espace de probabilité et une mesure de probabilité sur cette tribu, de manière à pouvoir calculer les espérances. Et alors, l'ensemble des variables aléatoires de carré sommable construit sur l'espace oméga fp est muni du produit scalaire suivant, à deux vecteurs x et y qui sont des variables aléatoires appartenant à cet espace L2, on fait correspondre l'espérance mathématique de x, y étoile. Alors on peut démontrer que cette application-là correspond bien, définit bien un produit scalaire, et que l'espace considéré ici pour ce produit scalaire est un espace de Hilbert. Alors nous allons utiliser effectivement le résultat du théorème de projection pour montrer effectivement ici un théorème d'approximation de la variable aléatoire y en fonction, donc projection orthogonale de y, sur l'ensemble des variables aléatoires x1, x2, xp. Alors posons le problème. En pratique, quel est le problème? En pratique, on observe x1, x2, xp, et ce que l'on veut mesurer, c'est une variable y qui n'est pas accessible à l'observation. Et ce qu'on se propose de faire pour approximer y, c'est de fabriquer la quantité que je vais appeler y chapeau et qui est égale à lambda 0 plus lambda 1 x1 plus lambda p xp, qui, elle, est calculable parce que, évidemment, cette quantité-là dépend des observations que j'ai faites x1, x2, xp. Et je voudrais que cette quantité-là soit le plus proche possible de y. Alors pour cela, on suppose connu la moyenne de y. On ne connaît pas y, mais on connaît sa moyenne. On suppose connu les moyennes des différentes variables aléatoires qui sont ici. On suppose connu par ailleurs la variance de y. On suppose connu les covariances des différentes variables x1, x2, xp. Et enfin, on suppose connu les intercovariances entre les variables x1, x2, xp et la variable y. Le C qui est ici, je vous le rappelle, indique que les variables sont centrées, c'est-à-dire qu'on leur a soustrait leur propre moyenne. La meilleure approximation quadratique linéaire de x à partir de x1, x2, xp est donc la projection orthogonale de y sur le sous-espace engendré par 1, x1, x2, xp. Vous voyez que pour le mot sous-espace, j'ai utilisé un vocable anglais, c'est celui qu'on trouve le plus souvent dans la littérature, ça se prononce span. Donc span, c'est le span engendré par les vecteurs 1, x1, x2, xp. Vous voyez effectivement, c'est ce que je me suis proposé de calculer. Ici, j'ai lambda 0 fois 1, plus lambda 1 fois x1, plus lambda p fois xp. Et donc, le x chapeau que je me propose de calculer appartient effectivement au span engendré par les vecteurs 1, x1, x2, xp. Alors, la variable aléatoire 1, en fait, c'est une variable aléatoire qui est tout simplement presque sûrement égale à 1. Alors, dans la suite, on va noter x rond, le span engendré par 1 et les variables aléatoires x1, x2, xp, et xc, le span engendré par les variables centrées sans le 1, x1 de c jusqu'à xp de c. Alors vous montrerez à titre d'exercice, en utilisant la projection sur deux espaces qui sont orthogonaux, que la projection de y sur x est égale à e de y plus la projection orthogonale de xc sur le span engendré par les variables centrées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit en fait de calculer la projection orthogonale sur des variables dont la moyenne est nulle et ensuite de corriger avec les moyennes.
J'en profite ici pour rajouter ici une relation extrêmement simple, c'est que si je calcule maintenant la différence que l'on a entre Y et Y projeté sur le span de X, je vais obtenir donc avec l'équation qui est ici Y moins la valeur de la projection, c'est-à-dire E de Y plus la projection de YC sur XC, et donc ça je le reproduis ici, c'est donc E de Y plus la projection orthogonale de YC sur X rond C. Et quand j'écris ceci, j'ai X de Y moins E de Y, ceci fait YC, moins la projection orthogonale de YC sur XC. C'est-à-dire que quand je vais vouloir calculer la norme de la différence, je n'aurai pas besoin non plus de revenir au vecteur de départ, il suffira que je travaille sur la différence des variables obtenues après centrage. C'est-à-dire que je vais calculer en fait la norme de l'erreur sur directement un calcul fait sur des variables centrées. Alors en utilisant le principe de d'orthogonalité, on va pouvoir calculer donc les coefficients ici alpha j qui représentent effectivement ici la projection orthogonale de YC sur XC puisque ce vecteur ici appartient nécessairement à l'espace engendré par les variables centrées. Alors posons R de P la matrice des covariances de X, posons petit r le vecteur des intercovariances entre X et Y, et en utilisant le théorème de projection, on déduit par le principe d'orthogonalité que le vecteur alpha que je cherche, qui est constitué des composantes alpha 1, alpha 2, alpha p, répond à l'équation suivante. R alpha égale petit r. Alors en supposant maintenant que R de P est inversible, la valeur de alpha est extrêmement simple à trouver. Alpha est donc égal à Rp-1 petit r. Je peux à ce moment-là donner la valeur de la projection de Y sur X, c'est E de Y, en fait la moyenne ici de Y, que multiplie effectivement alpha fois le vecteur centré. Et le vecteur centré c'est X moins 1x multiplié par alpha, et alpha c'est Rp-1 petit r. On peut alors calculer l'écart quadratique, comme je vous l'ai dit, directement sur les variables centrées, et on obtient donc pour l'écart quadratique sigma y carré moins la quantité qui est ici. Et alors là, je vous fais une remarque importante. La matrice qui est ici est une matrice positive, donc la quantité qui est ici est positive, et donc l'erreur que je commets a posteriori lorsque j'ai vu l'observation est plus petite que l'erreur a priori que j'aurais commise sur X, uniquement en prenant en compte la variance de cette variable. Donc je réduis l'erreur. Et plus le processus sera corrélé, plus on réduira les erreurs de prédiction. Et encore, on trouve une justification en fait de la désignation de covariance, c'est que effectivement la covariance est la capacité que j'ai à prédire. Une grande covariance va donner une bonne réduction de l'erreur de prédiction. Alors maintenant, nous allons appliquer tout ça à des processus aléatoires du second ordre. Alors, un processus aléatoire du second ordre, je vous le rappelle, c'est une suite de variables aléatoires indexées par Z qui possèdent les propriétés suivantes. D'abord, l'espérance de Xn est indépendante de n, et là je vais faire mieux, je vais supposer qu'elle vaut 0, c'est-à-dire que je vais supposer que les processus sont centrés dans la mesure où on a vu précédemment que le centrage des variables aléatoires n'intervenait pas dans le calcul, puisqu'on faisait tous les calculs des coefficients pour établir la meilleure prédiction en utilisant les variables centrées, et d'autre part, que la fonction de covariance de ce processus, c'est-à-dire R de K, égale l'espérance de X de N plus K, Xn. Alors, je ne mets pas d'étoile ici, hein. À l'habitude, on met une étoile quand les variables sont complexes. Ici, je vais essentiellement travailler sur des variables réelles, et donc je vais rester ici sur une notation sans étoile. Alors, donc, j'ai la fonction de covariance, et je me pose le problème suivant. Je veux prédire la valeur de Xn à partir de son passé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais construire le span engendré par le passé à partir de l'instant n-1 et que de profondeur égale à p. Je vais noter grand H de n-1 virgule p, donc le sous-espace vectoriel engendré par les variables aléatoires xn-1, xn-2, xn-p, et je vais calculer la projection orthogonale de xn sur ce sous-espace. Xn va donc, la projection orthogonale donc de Xn sur ce sous-espace va être effectivement la meilleure prédiction que l'on peut faire de Xn à partir de son passé immédiat. Évidemment, cette projection orthogonale appartenant à l'espace H n-1 P
est une combinaison linéaire des variables de cet espace et s'écrit donc alpha Kp, somme sur K depuis 1 jusqu'à P de alpha Kp x de n-K. Alors, en dépliant ici cette somme, je vais obtenir ici alpha 1 P x de n-1 plus etc. alpha P P x de n-P. Donc, je vais avoir à calculer P coefficients. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux indices. Suivant la profondeur du passé que l'on prend en compte, on aura une batterie de coefficients différents. Si je prends en compte un seul terme, je vais avoir qu'un seul coefficient qui va s'appeler alpha 1, 1. Quand je vais avoir une profondeur d'ordre 2, j'aurai deux coefficients. Donc ici, je les énumère. Si P égale 1, j'ai un seul coefficient à calculer qui est alpha 1, 1. Si au contraire, j'ai une profondeur d'ordre 2, la meilleure valeur de xn va être une combinaison linéaire de xn-1 et xn-2. Je vais obtenir ici alpha 1, 2 et alpha 2, 2. Et pour P égale 3, et ensuite vous énumérerez la liste au-delà, effectivement, on va avoir alpha 1, 3, alpha 2, 3 et alpha 3, 3. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'étends la profondeur de ma prédiction, je vais avoir plus de coefficients à calculer. Alors pour calculer effectivement ces coefficients, on a vu que la formule de prédiction déduite en fait du théorème de projection donnait le résultat suivant. On construit la matrice de covariance que l'on note donc R de P, qui est la matrice de covariance du processus. Comme le processus est stationnaire, sa matrice de covariance est une matrice de Toeplitz. Et comme j'ai supposé que le processus est réel, cette matrice est symétrique. Je construis le vecteur, qui est le vecteur qu'on appelait tout à l'heure l'intercorrélation entre Y et X. Là, c'est l'intercorrélation entre Xn et X de n moins P jusqu'à la corrélation entre Xn et Xn moins 1. Ça me permet de construire un vecteur donc qui est l'équivalent, puisque ici Xn joue le rôle du Y qu'on a vu dans la détermination présente de Y en fonction de X1, X2, XP. Et donc on voit ici qu'on a besoin pour le second membre des corrélations qui commencent à la valeur 1 et qui se terminent à la valeur P. Et donc l'équation pour réaliser effectivement la détermination mathématique des coefficients de prédiction, c'est l'équation suivante. R, vecteur alpha constitué des P coefficients à déterminer, est égal au vecteur des covariances R1 jusqu'à RP. L'erreur de prédiction se calcule avec la formule standard et sigma P carré est donc égal à R0 moins la somme de alpha Kp RK. Alors là d'ailleurs, on reconnaît quelque chose que nous avons vu quand nous avons parlé des processus autorégressifs causaux. Pour les processus autorégressifs causaux, nous avions exactement la même équation, mais dans ce cas-là, les coefficients que l'on avait vu intervenir, c'était les coefficients de génération du processus AR et non pas les coefficients de prédiction. En fait, il y a un lien étroit entre la théorie de la prédiction linéaire des processus du second ordre et les processus AR. On verra en fait que pour les processus AR, il y a une identification entre les coefficients du modèle et les coefficients de prédiction. Ces équations, donc, je continuerai encore à les épeler, les équations de Yule-Walker. Évidemment, quand on groupe les deux équations précédentes de manière matricielle, on obtient encore une seule équation qu'on continue à appeler équation de Yule-Walker. L'algorithme de Levinson est un algorithme rapide pour résoudre les équations de Yule-Walker. Cet algorithme est rapide et la rapidité est indiquée ici, la complexité est en P carré au lieu d'être en P cube. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous essayez de faire une inversion avec un algorithme classique d'inversion de matrice qui ne prend pas en compte le fait que la matrice est de Toeplitz, vous allez avoir un temps de calcul qui va être de l'ordre de grandeur de P3. Au contraire, si vous utilisez donc un algorithme qui est l'algorithme de Levinson, là c'est l'algorithme classique, lorsqu'on utilise Levinson, on va avoir une complexité qui est en P carré. Alors prenons un exemple numérique pour faire comprendre. Si vous multipliez la taille de la matrice par 2, lorsque vous utilisez un algorithme classique, vous allez avoir un temps de multiplication par 8. Et si vous multipliez la valeur de P par 2 avec l'algorithme de Levinson, vous allez avoir une complexité qui est seulement multipliée par 4. C'est-à-dire que vous avez un gain de temps important en utilisant l'algorithme de Levinson. C'est la raison pour laquelle, quand on a à programmer en langage de base
un algorithme d'inversion de matrice de Toeplitz, on utilisera toujours l'algorithme de Levinson que nous allons voir à présent. Alors, cet algorithme possède une phase d'initialisation, K0 égale 0, alpha 1, 0 égale 0, sigma 0 carré égale R0. Et on va calculer, un peu comme je vous l'ai indiqué ici, dans un schéma que je reprends, on va calculer au fil de l'eau, quand P augmente, les différentes valeurs de alpha. Au premier instant, on va calculer qu'une valeur de alpha. Au deuxième instant, on va en calculer 2. À la troisième passage à la boucle, on va en calculer 3, etc. Et on arrêtera quand on le souhaite. Alors d'abord, on calcule la quantité K qui est ici, qui est 1 sur sigma P carré RP moins la quantité qui est ici. On calcule alpha pp égale kp et on fait tourner pour m égale 1 jusqu'à p moins 1 l'équation qui est ici, c'est-à-dire alpha m virgule p égale alpha m virgule p moins 1 moins kp fois alpha indice p moins m virgule p moins 1. Et on remet à jour la quantité qui est l'erreur de prédiction, sigma p carré égale sigma p moins 1 carré de 1 moins kp carré. Alors la dernière équation est assez importante, elle fait voir un phénomène auquel on peut s'attendre. La valeur de sigma p décroît de manière systématique à chaque itération. C'est-à-dire que sigma p carré est égal à la quantité qui est ici et qui est multiplié par un nombre qui est compris entre 0 et 1. Au pire des cas, il est égal à 0, auquel cas on ne fera plus bouger la variance et on aura à ce moment-là une variance qui est constante. Mais dans le meilleur des cas, on va avoir une variance qui décroît. Et cette variance qui décroît, ce n'est pas du tout surprenant. Évidemment, quand vous essayez d'approximer la variable xn avec 3 coefficients, eh bien, vous ferez beaucoup mieux que si vous essayez de l'estimer avec 2 coefficients. Parce que vous avez au moins une solution qui marche déjà avec 2 coefficients, et si vous en rajoutez un troisième, dans le pire des cas, vous pouvez trouver la même chose, mais dans tout meilleur des cas, vous allez améliorer la différence en rajoutant une variable de contrôle pour réduire la différence. Alors là, j'ai indiqué cet algorithme de Levinson. Je ne fais pas la démonstration, elle est un petit peu longue. Je vous renvoie à la littérature pour ça. Mais j'ai introduit cette récursion de Levinson pour faire apparaître ici une quantité qui joue un rôle très important et que l'on appelle les coefficients de réflexion. Alors Kp qui est ici s'appelle coefficient de réflexion. Alors ici, nous allons introduire une notion que l'on utilise effectivement, vous allez voir, pour mettre en évidence si les observations sont plutôt de type moving average que autorégressive, et c'est la notion de corrélation partielle. Alors la corrélation partielle ici, en fait, quantifie ce qu'il reste de corrélation entre les vecteurs x observés à l'instant n et le vecteur x observé à l'instant n-p lorsque on a complètement pris en compte l'espace engendré par les variables aléatoires xn-1 jusqu'à xn-p plus 1. Donc l'idée, c'est tout simplement de dire, une fois que j'ai enlevé tout ce que je sais entre les deux, est-ce qu'il reste de la corrélation? Et alors on démontre effectivement que ce coefficient de corrélation partielle qu'on a l'habitude d'indiquer sous la forme par corps de xn-p est précisément égal au coefficient de réflexion kp. Donc en fait, la récursion de Levinson sert non seulement à calculer les coefficients de prédiction, mais sert aussi à calculer les coefficients de corrélation partielle. Et on a le phénomène suivant. Si vous prenez un ARP causal, nous avons vu que les corrélations étaient évanescentes. Et on pourrait montrer, et on le verra peut-être un peu plus loin, que la corrélation partielle d'un processus ARP est nulle à partir de P plus 1. Inversement, quand je prends un processus de type moving average d'ordre Q, et que tous ces zéros sont à l'intérieur du cercle unité, alors je sais que les corrélations, nous l'avons vu, étaient nulles à partir d'un certain rang, tandis que les corrélations partielles sont seulement évanescentes. Et donc, effectivement, il y a une sorte d'échange entre la propriété jouée par les corrélations et les corrélations partielles lorsqu'on passe d'un AR à un MA. Alors, pour le HARMA, évidemment, les deux sont évanescents. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va s'amuser à tracer, avec les données qu'on a, une estimation. On expliquera un peu plus loin comment on fait l'estimation dans une autre leçon. On va faire une estimation à partir des données des coefficients de corrélation. On va en déduire par la récursion de Levinson des coefficients dits par corps. Et on va voir effectivement, si les par corps ont plutôt tendance à chuter à zéro, eh bien on va dire que finalement les observations peuvent être assez fidèlement modélisées par un processus AR. Alors maintenant, nous allons parler du
d'une décomposition qui joue un rôle important parce que nous allons retrouver en fait quelque chose qu'on avait évoqué de manière un peu qualitative lorsqu'on avait parlé des spectres. On avait dit qu'un spectre général était constitué d'une sorte de spectre lisse, c'est-à-dire un spectre qui était le filtrage d'un processus blanc et de sinusoïdes. Et je vous souvenez que pour les sinusoïdes à phase aléatoire, à amplitude aléatoire, nous avions vu que ces processus-là étaient déterministes, c'est-à-dire qu'on pouvait les prédire avec les P dernières valeurs. Alors là, nous allons introduire une notion qu'on appelle l'innovation. Pour cela, je ne vais plus considérer en fait seulement l'espace engendré par les variables aléatoires du passé immédiat, mais de tout le passé. Et donc je vais appeler H indice n de x le span engendré par toutes les variables aléatoires qui ont un indice inférieur ou égal à n. Et je vais effectivement essayer de fabriquer la projection orthogonale de xn sur son passé n-1, mais jusqu'à l'infini. Ici, j'ai indiqué x pour rappeler que ce span était lié au processus x. Alors, cette projection orthogonale, je la calcule, et évidemment, je vais soustraire à cette projection orthogonale à la valeur du processus que je cherche à prédire, et j'obtiens donc un vecteur epsilon n, qui est la différence entre la vraie valeur du processus à l'instant n et tout ce que je peux prédire sur xn à partir de la totalité de son passé. Alors, il est bien naturel de donner un nom assez évocateur à epsilon n, ça s'appelle l'innovation. Comprenons pourquoi un peu de manière graphique. Si vous prenez un espace ici qui est effectivement constitué de tout le passé de x, et bien quand je regarde un vecteur xn, la différence qui reste ici, epsilon n, et qui est le vecteur de l'erreur, ici nous avons la projection orthogonale de xn sur hn-1x, ce qui reste ici est orthogonal, et c'est tout ce qu'il y a de nouveau et qu'on ne peut pas déjà essayer d'expliquer avec ce qui s'est passé avant. Alors on peut démontrer que la variable epsilon n est une variable décorrélée, c'est-à-dire que epsilon n est un bruit blanc. On introduit aussi ce que l'on appelle dans la littérature anglo-saxonne un remote past, c'est l'intersection, donc on le note h indice moins l'infini de x, c'est l'intersection sur toutes les valeurs de n de tous les ensembles représentant ici les spans engendrés par le passé de n. En général, de façon très très générale, le remote past ne se réduit pas au vecteur 0. Évidemment, il y a toujours le vecteur 0 comme dans tout espace vectoriel, mais il ne se réduit pas nécessairement au vecteur 0. Ici, je rappelle brièvement que nous avons vu que pour un processus harmonique, c'est-à-dire un mélange de sinusoïdes, ce mélange de sinusoïdes, en fait, on pouvait l'expliquer de manière déterminée avec, effectivement, les P dernières valeurs. Je vous rappelle qu'on avait établi l'équation suivante, xn plus A1, xn moins 1 plus AP, xn moins P. Je vous renvoie effectivement à la partie où nous avions établi ce résultat, était égal à 0. Rien ne m'empêche de faire passer ça avec plutôt de changer le signe devant en rajoutant un signe moins, c'est-à-dire un double signe moins. Donc je vais mettre un double signe moins ici, voilà, etc., moins, ici. La quantité qui est ici, d'accord, eh bien elle possède une propriété, c'est la projection orthogonale de xn sur le passé. Pour quelle raison? Ben pour une raison très simple, cet élément qui est ici, que je dessine pour l'instant par xn chapeau, eh bien évidemment, il appartient à hn-1. Par construction, c'est une combinaison linéaire des n-1 dernière valeur, donc a fortiori une combinaison linéaire de tout le passé. Et quand je fais la différence de xn avec ce vecteur xn chapeau, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0. Or 0 est bien orthogonal à ça, puisque 0 est orthogonal évidemment à tout espace. Et donc cette quantité qui est ici est telle que la différence que l'on a est orthogonale à hn-1, et donc, de par l'unicité de la projection orthogonale, on peut en déduire que la projection orthogonale de xn sur tout son passé est égale à ceci. Et je m'aperçois donc que l'erreur de prédiction vaut 0, et donc que la variance de l'erreur de prédiction vaut aussi 0. En général, ce n'est pas le cas. Alors, quand le processus a une variance qui vaut 0, on dit qu'il est déterministe, et quand la variance est différente de 0, on dit qu'il est régulier. Et effectivement, pour un processus constitué de sinusoïdes, on sait maintenant que donc c'est un processus déterministe, dans le sens donné par cette définition. Alors évidemment, il y a d'autres processus
que des processus aussi simples que des sinusoïdes, qui sont des processus déterministes. Mais nous en avons vu au moins ce cas-là de façon explicite précédemment. Alors la décomposition de vote, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit une chose fondamentale que d'abord je vais représenter par le graphique qui est là. Décomposition de vol, donc Xn, tout processus aléatoire du second ordre, peut être vu comme le filtrage par un filtre causal d'un bruit blanc qui est son innovation, plus éventuellement un processus, et ce processus qui s'ajoute en plus est un processus déterministe. Donc on a bien retrouvé de manière très mathématique et fondamentale une propriété qu'on avait vue, nous, de manière un peu qualitative, c'est que le spectre, on avait dit, plus ou moins, il est constitué d'une partie qui correspond au filtrage d'un bruit blanc par un filtre causal, et une deuxième partie qui était par exemple des sinusoïdes et qui correspond effectivement à l'addition d'un processus régulier. Et donc cette décomposition qui est unique, en fait, est basée sur l'innovation. Alors les coefficients phi n, il faut quand même donner leur valeur ici, je ne les ai pas indiqués sur ce transparent. La valeur de phi n est donnée de la façon suivante, c'est égal au produit scalaire entre xn et epsilon, phi, oui je l'ai appelé phi n, donc ici je vais mettre phi xk, c'est le produit scalaire entre xk et epsilon n moins k divisé par sigma 2. Je vous rappelle que sigma epsilon 2, c'est la variance de l'innovation. Donc pour calculer ces coefficients, vous faites le produit scalaire entre xk et epsilon de n moins k et vous divisez par la variance de l'innovation. Et vous obtenez une suite de coefficients. Cette suite de coefficients est de carré sommable, c'est-à-dire qu'on a cette propriété, ça se démontre, et vous avez la représentation qui est ici. Alors j'indique ici effectivement que le processus est prédictible, dans le sens où il appartient, en fait, c'est la projection orthogonale sur le remote past, et UN, par contre, qui est la partie régulière du processus, elle est obtenue par un filtrage, par un filtre causal, qui est le filtrage d'un bruit blanc, qui est l'innovation. Et on peut démontrer en plus que pour tout nk, les processus Vn et Un sont orthogonaux. Cette leçon est terminée et je vous rappelle, comme d'habitude, que pour plus d'informations, vous pouvez vous connecter sur le site de NetUno et cliquer sur MetNetU. Je vous remercie de votre attention.